Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, la suite donc de la partie 1 concernant donc l'histoire de la Chine. Dans cette vidéo donc, si vous n'avez pas vu la précédente, je vous invite à aller la voir, mais vous pouvez finalement voir cette vidéo sans avoir vu l'autre, parce qu'on va traiter de la République populaire de Chine, donc les dates de 1945 à nos jours. Alors ces deux risquent finalement d'être assez courtes, ça va probablement être la vidéo la plus courte de ma chaîne, pour l'instant en tout cas. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Alors, du coup on commence, donc je fais un rapide rappel de ce que j'ai dit à la fin de la dernière vidéo. Donc la République populaire de Chine, donc le parti communiste chinois finalement, prend le pouvoir en 1949 avec à sa tête Mao Zedong. Les nationalistes donc, de Chiang Kai-shek et du Kuomintang donc, sont renvoyés à Taïwan. Donc Mao, on va parler un peu de Mao. Mao, donc figure forte, si vous voulez, de la Chine, même la plus forte de la Chine en fait. Il est communiste donc, et il s'inspire grandement de son modèle en quelque sorte, Joseph Staline. Alors, il le tient pour modèle, c'est pourquoi en 51, en 1951, il signe un pacte avec l'URSS. Effectivement, en fait, Mao, il veut suivre un peu les pas de du dirigeant soviétique, mais il veut pas faire les mêmes erreurs non plus. C'est-à-dire que il constate, Mao, il n'est pas débile, il constate en fait que en URSS, une bureaucratie et finalement assez élitiste et bourgeoise s'est instaurée. Et maintenant, voilà, on parle de capitalisme d'État, si vous voulez, l'URSS, en tout cas vers sa fin. Donc il n'y a plus. Enfin, Mao, il constate quand même bien, malgré le fait qu'il soit fan en fait, de Staline, il remarque bien quand même qu'il n'y a plus grand chose de communiste. Mais ça, on en reparlera juste après. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, donc, en 53, comme vous le savez, Staline décède, et donc il se fait remplacer par Nikita Khrouchtchev. Et donc celui-ci, donc, il prend le pouvoir en 56, donc 3 ans après, et il y reste donc jusqu'en 64. Alors, lors du 20e congrès du Parti communiste, Khrouchtchev, donc, il dénonce les crimes commis par Staline, crimes de guerre en soi, et plus que ça, -dire tous les goulags, etc. Et donc, il lance la déstalinisation. Alors, cette déstalinisation, donc, c'est aller contre Staline et tous ses supporters, etc. Bon, Staline est mort, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et ça, du coup, ça va pas du tout plaire à Mao. Mao, il va être furieux quand il va voir ça, et ce qui va entraîner donc une rupture entre l'URSS et Chine. C'est-à-dire que Mao se sépare de l'URSS, considérant qu'elle n'a plus rien à lui offrir, et donc il veut faire cavalier seul. C'est pourquoi donc il démarre des nouvelles idées. Dès 1956 et 1957, il lance, Mao, la campagne des 100 fleurs. Alors qu'est-ce que la campagne des 100 fleurs? En fait, Mao, ce qu'il souhaite Mao, en fait, c'est une vie intellectuelle chinoise. Il veut des penseurs, Mao, pour faire rayonner, si vous voulez, la Chine internationale. Mais en fait, on ne sait pas trop si Mao s'y attendait ou pas. Ces penseurs, donc il laisse ces penseurs s'exprimer librement, vont commencer à critiquer le régime. Mao voulait une vie intellectuelle, techniquement il l'a eu, mais cette vie intellectuelle-là critique son régime. Et là, il y a deux idées, je ne trancherai pas comme je n'ai pas la réponse. Soit, première idée, soit Mao savait très bien ce qu'il faisait. Est-ce qu'il a en fait, le fait que Mao voulait une vie intellectuelle chinoise, c'était pour repérer les traîtres. Mao savait que s'il laissait libre la parole, il verrait que des gens critiqueraient son régime. Parce il faut savoir que ceux qui ont critiqué son régime ont été arrêtés, etc. Il s'est dit, voilà, je vais laisser parler librement et j'arrêterai tous ceux qui vont contre moi. Donc soit il savait ce qu'il faisait, c'était un plan malin finalement pour repérer les traîtres, soit il était persuadé, et genre c'était plus naïf du coup, soit il était vraiment sûr que les gens allaient dire du bien de lui. Soit il savait ce qu'il faisait, c'était un plan pour voir les traîtres, soit il était persuadé au fond de lui
que tous les penseurs diraient du bien de son régime. Ce qui n'a donc pas été le cas. Hop, 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 hop. Je sais plus où je suis. Mais donc oui, voilà, je me retrouve, le mal est fait, hein. Donc les gens critiquent son régime. Et donc bah, il lance finalement une répression violente contre tous les penseurs qui ont dit du mal de lui, donc, qui fait par la même occasion prévaloir toujours un peu plus son idéologie marxiste. Et donc, en 58, année très importante, Mao lance le grand bond en avant. Très important à retenir. Le grand bond en avant, qu'est-ce que c'est? C'est des réformes en fait agricoles, des réformes agricoles. Il veut réformer Mao son agriculture en la modernisant. Le truc pour Mao en fait, c'est quoi? C'est que ça va pas du tout marcher. En fait, il faut savoir que la Chine est basée sur des millénaires d'agriculture. C'est son mode économique, si vous voulez. D'ailleurs, Mao a fait la révolution avec des paysans. En d'ailleurs contre ce que disait Marx. Pour Marx, la révolution se faisait qu'à partir du prolétariat ouvrier. Mao va contre ça, il fait une révolution avec des paysans. Et bref. Il veut donc réformer cette paysannerie, ce qui va échouer et ce qui va provoquer une grande famine. Il y aura un gros problème dans la production, il y aura une énorme famine qui va se provoquer. Ça va créer en fait des millions de morts. Et quand je parle de millions de morts, on estime aujourd'hui le nombre de morts du grand bond en avant donc à 60 millions. 60 millions de morts. Et donc, bah, après ce désastre, Mao, il est gentiment écarté, parce que c'est quand même Mao, hein, on l'écarte quand même du pouvoir, finalement on le marginalise, et il se fait remplacer donc par Liu Shaoqi, hein, l'un de ses proches conseillers. Et donc Liu, finalement, il prend la tête du parti donc, en 60, hein, et il va rester donc jusqu'à la révolution culturelle. Et donc Liu Shaoqi, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? En 64, la Chine se dote de l'arme atomique. Les tensions restent assez fortes avec l'URSS, hein. C'est à peu près tout. Il n'y a pas grand chose à retenir de Liu Shaoqi, finalement. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'ensuite Mao, il va rester au pouvoir. Enfin, en fait, il va rester dans les coulisses du pouvoir. Il est marginalisé, il ne dirige plus rien, mais il est encore là. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas mis en prison, rien du tout. C'est Mao. Et d'ailleurs, aux yeux du peuple, on glorifie encore Mao, parce que Mao, c'est. En fait, parce qu'il faut savoir que ces 60 millions de morts, toute la Chine n'est pas au courant, je veux dire. Donc, minera, voilà. Et donc, Mao, en 66, donc, il entame, jusqu'en 69 à peu près, il entame sa révolution culturelle. Il veut reprendre le pouvoir. Et comment il va s'y prendre? En fait, il va utiliser Mao la jeunesse. La jeunesse qui idolâtre Mao. Mao Zedong, quoi. C'est vraiment un dieu pour beaucoup. Donc Mao, il va se servir finalement de la jeunesse, des gardes rouges plus précisément, pour arriver à ses fins. Et donc pendant 3 ans, il va tout mettre en œuvre pour reprendre le pouvoir, hein. Et donc en 69, il retourne officiellement, en tout cas, à la tête du parti. Jusqu'à sa mort, donc en 76. Mais dans le même temps finalement que Mao reprend le pouvoir, hein, Richard Nixon est élu président des États-Unis. Sous sa présidence, donc, celui qui gère ses affaires étrangères, c'est Henry Kissinger. Henry Kissinger, donc très important. Son ouvrage, notamment Diplomatie, je vous conseille la lecture. J'ai pas encore lu le livre, hein, mais je sais que c'est un bon livre. Et donc, Kissinger et sa réelle politique. Alors, Kissinger, c'est un proche de De Gaulle, il se fait conseiller par De Gaulle, etc. Et il va intégrer la Chine à son triangle politique. Alors, le triangle politique de Kissinger, c'est quoi? C'est donc États-Unis, URSS, Chine. Triangle politique. D'ailleurs, aussi, passage d'anecdote, parce qu'on a le temps sur Kissinger. Lors de la guerre du Vietnam, Kissinger dira, je suis pas sûr de la citation parce que je la connais pas par cœur, mais il dit un truc du genre si on a perdu au Vietnam, c'est parce qu'il y avait plus de Vietnamiens qui étaient prêts à mourir pour le Vietnam. Donc, en fait, il disait que, en gros, s'ils ont perdu la guerre,
Parce qu'il y avait plus de Vietnamiens prêts à mourir pour le Vietnam que d'Américains prêts à mourir pour le Vietnam. Du coup montrant très clairement l'importance que soulignait déjà Clausewitz du côté moral de la guerre. Mais bref, fin l'aparté, donc 1976, Mao décède, comme je vous le disais, et donc une grande phase d'instabilité s'empare du pays finalement, Mao décède, etc., c'est la cata. Donc les Chinois vont mettre 3 ans à trouver un successeur. Et donc, Grand B, donc nommé les évolutions du régime et l'ascension internationale. Donc on va parler de Deng Xiaoping, très important personnage. Donc Deng Xiaoping, il prend le pouvoir en 79, en portable, parce que en fait, je connais assez bien ce cours, parce que c'est un truc qui m'intéresse et je le connais à peu près, donc je peux le faire à peu près sur mon portable, mais pas non plus complètement. Donc Deng Xiaoping, il cumule 3 postes, comme Mao, par exemple. Donc il est à la fois secrétaire général du parti, président de la République populaire de Chine et président de la commission militaire centrale. Donc il dirige l'armée, il dirige le parti, le pays, etc. Alors, Deng Xiaoping, c'est l'homme, si vous voulez, des réformes économiques. C'est lui le premier à préparer finalement la Chine à son entrée dans la mondialisation. Donc, je voulais, Deng, il sort tranquillement du système maoïste. Il va d'ailleurs faire quelque chose d'intéressant. C'est lui qui est à l'origine de la politique, si vous voulez, de l'enfant unique. La politique donc, de l'enfant unique, comme vous savez, qui fait que les jeunes parents, les parents, n'ont le droit que d'avoir un seul enfant. On le verra plus tard, cette politique aura mené à des gros problèmes démographiques. Mais bon, Deng Xiaoping, c'est pas que l'homme de l'économie, c'est aussi l'homme de la répression. Moment marquant, donc, vous connaissez tous la photo que je vais sûrement afficher à l'écran. Donc, sur la place Tiananmen, manifestation des étudiants contre le régime. Et donc, Deng va répliquer en quelque sorte par des chars. Voilà. Donc, il envoie l'armée sur ses étudiants. Donc, une répression violente, autoritaire, on peut le dire, sur la jeunesse. Et donc on y revient à cette politique de l'enfant unique qui va donc provoquer, encore aujourd'hui, un problème démographique. Pourquoi? En fait, c'est comme si une génération avait, en quelque sorte, sauté. Si vous voulez, en fait. Il y avait donc génération 1, qui fait des enfants, etc. Génération 2, qui sont obligés de faire qu'un enfant. Donc, on veut dire, quand une famille fait un enfant, et tout le monde fait un enfant, ça divise la population par 2. Donc là, il y a beaucoup moins de personnes ici, et après, ça reprend peu à peu. Mais en fait, cette politique-là va être abolie qu'en 2015 par Xi Jinping. Ça veut dire que là, il y a beaucoup de vieux, et pas beaucoup de jeunes. Ou en tout cas, pas beaucoup de jeunes. Elle commence quand? J'ai pas la date. Mais elle doit commencer de l'année 80, je suppose. Et donc, pendant 35 ans, 30-35 ans, les adultes ne pourront faire qu'un seul enfant. Donc il y aura beaucoup moins de personnes, etc. Mais mine de rien, et je pose la question, je n'ai pas de réponse, est-ce que ce n'était pas peut-être nécessaire? Est-ce que la Chine n'aurait pas eu un trop gros problème, trop de bouche à nourrir finalement, si Deng n'ait pas fait ça? Mais bref, passons. Donc Deng Xiaoping, finalement, on termine rapidement sur lui, donc c'était l'homme, finalement, si vous voulez, c'était un libéraliste, du libéralisme autoritaire, si vous voulez. Mais bref, on en vient du coup à Jiang Zemin, donc le dirigeant qui vient après lui. Alors Jiang Zemin, donc, il stabilise, si vous voulez, le modèle de succession. Donc, ça sera toujours sur 3 ans, ce sera finalement le dirigeant en place qui fait venir petit à petit son successeur. Ensuite, donc, ce Jiang Zemin, donc, il poursuit l'ouverture économique de la Chine, donc il poursuit finalement l'entrée dans la mondialisation, en inscrivant donc la Chine à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001. Dans le même temps, la Chine devient peu à peu, si vous voulez, l'atelier du monde. Les usines sont de plus en plus fréquentes en Chine. À l'inverse donc de l'Occident, qui se tertiarise de plus en plus.
Les usines, à cette période-là, en tout cas en France, avaient presque toutes fermé, euh, notamment dans le Nord. Hein, je vous renvoie aux cours sur le patrimoine lorsqu'on traitait du Nord-Pas-de-Calais. Mais bref, la Chine se cherche peu à peu une place dans l'hégémonie américaine. On passe ensuite donc à Hu Jintao, donc président de 2003 à 2013, hein, pendant 10 ans. Donc lui, c'est vraiment l'homme de la mondialisation, hein, si vous voulez. Donc déjà, premier truc qu'il fait, pardon, il dévalue le yuan. Le yuan, pardon, le yuan. Le yuan, il dévalue le yuan et ça fait que les exportations chinoises augmentent considérablement. Il met dans le même temps finalement à mal l'industrie occidentale, qui était déjà mise dans le mal, mais là c'est encore pire qu'avant. Et il contribue à deux choses, hein, à l'expansion, si vous voulez, en mer de Chine, et également, c'est pas qu'en Chine, en fait, c'est pas que sur le terrain maritime qui s'étend, c'est aussi dans tous les autres domaines, si vous voulez, notamment la 5G. Alors, la 5G c'est actuel, mais dans le domaine technologique avec Huawei, etc. Alors malgré, juste avant de parler très rapidement de Xi Jinping, Hu Jintao et comme tous ses prédécesseurs en fait, sous leur, euh, sous leur présidence, si vous voulez, il y a une grande inégalité entre la ville et la paysannerie. Et je pense, je crois, que cette inégalité s'est accentuée au fil des années et qu'elle est encore plus forte qu'avant. Mais bref, donc Xi Jinping, pardon, donc lui au pouvoir depuis 2013, hein, donc lui fait face à beaucoup de défis démographiques, on en parlait juste avant, le climat aussi, etc. Mais c'est un homme très très important. C'est notamment le cas par exemple avec son projet finalement des nouvelles routes de la soie, donc qui se terminera en 2049, donc 100 ans après la proclamation de la RPC par Mao Zedong. Donc bref, soit d'hégémonie, etc. Finalement, c'est le tigre contre le dragon. Il s'en va en guerre contre, enfin l'aigle plutôt contre le dragon, ou le tigre. Xi Jinping finalement s'en va en guerre contre les États-Unis. Hein. Il a un réel souhait, peut-être pas lui, mais en tout cas la Chine peut et pour moi deviendra la première puissance mondiale. C'est même quasiment sûr en fait. Donc finalement, bon, là je fais ma vidéo, mais Xi Jinping veut probablement pardon, restaurer l'empire du milieu. Pour eux, ils l'ont toujours été, mais depuis la fin de l'empire Ming, bah, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi proches de la Renaissance, si vous voulez. Donc voilà pour l'histoire de la Chine. Donc on a traité donc, du 14e siècle au 21e siècle. J'aurais pu parler, mais la vidéo aurait fait 3 heures de l'unification de la Chine. Très intéressante. J'espère pouvoir mettre plusieurs illustrations, etc. pour que vous compreniez mieux ce que je vous raconte. Je sais pas si ça s'entend en fait, mais je suis très fatigué. Je sais pas si j'aurais dû faire cette vidéo maintenant. Mais j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire. Il y aura prochainement des vidéos qui vont arriver, hein, notamment sur l'anarchisme, etc. Sur plein d'autres sujets. Comme je vous dis, je vais varier un peu mes vidéos, etc. parce qu'elles deviennent un peu trop. Enfin, je n'ai pas envie de parler que d'histoire. Je parlerai d'histoire, philosophie, etc. Mais j'ai envie en fait, de parler de ce que j'aime et de parler de mes passions. Parce que je pense que j'ai des choses à dire sur ce que j'aime, donc c'est cool. Donc voilà. Euh, donc je vous dis bah, au revoir, hein, passez une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quel jour, enfin, quelle heure il est chez vous. Donc voilà, au revoir.